Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3. Alors, avant de vous présenter la curiosité, il va falloir que je fasse quelques petites précisions, quelques mises au point. On va parler, dans l'épisode qui vient et dans quelques suivants, de l'époque victorienne. Et il faut que je fasse, comme je vous l'ai dit, quelques éclaircissements sur cette période. Déjà, d'un point de vue purement historique, ce qu'on appelle l'époque victorienne, c'est le règne de la reine Victoria, à savoir 1837-1901. Mais l'expression est souvent prise dans un sens plus large. L'ère victorienne est une période particulièrement prestigieuse et complexe de l'histoire de la Grande-Bretagne. Il faut savoir que déjà, on est en pleine révolution industrielle britannique. C'est l'apogée de l'ère industrielle. Dans un monde en plein changement, on tente de rationaliser le plus de choses possibles, y compris l'occulte et le paranormal. Tout ça m'amène à un point très important. On va contextualiser tout ce qui va suivre au 19e siècle. La vision de la mort est très éloignée de celle qu'on a aujourd'hui. C'est un sujet qui peut paraître très sensible pour certains, mais comme je vous l'ai dit, c'est très important de le recontextualiser. Au 19e siècle déjà, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Bon nombre de familles ont déjà perdu un ou généralement plusieurs enfants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de l'âge de raison à 7 ans. Voilà, s'il y a des enfants qui regardent. L'âge de 7 ans, c'est parce que jusqu'à très longtemps, on a considéré qu'en dessous de 7 ans, un enfant n'était pas viable. C'était pas dit qu'il allait tirer sur la longueur. Une fois qu'il avait passé les 7 ans, on disait voilà, il a passé le cap des 7, lui, il a fait le pire, il tiendra. Voilà, fin de la petite parenthèse. Donc, le contexte autour de la mort à l'époque victorienne est très particulier. Déjà parce que la mort n'est pas du tout perçue comme une finalité en soi. On est quand même, comme je vous l'ai dit, dans une époque où le spiritisme et l'occultisme ont une place très importante et en plus on essaye de les rationaliser. Donc on y garde un aspect le plus scientifique possible, même si c'est tout à fait contestable aujourd'hui. Et dans tout ce contexte-là, la mort n'est pas vue comme une fatalité. C'est simplement un passage d'un monde à l'autre. Un peu comme ce qu'on a vu dans le premier épisode. Et dans tout ce contexte-là, il faut aussi savoir que la mort est beaucoup plus présente dans la société et beaucoup moins taboue. Déjà parce que la reine Victoria va perdre son époux et va porter le deuil durant pratiquement la totalité de son règne. Et ce que la reine fait, la cour le fait, et ce que la cour fait, l'aristocratie et la bourgeoisie font aussi, et ça crée des modes, en fait, tout simplement. Donc on a des bijoux en jet noirs qui sont énormément à la mode, les tenues de deuil, le deuil est très codifié. Je pense qu'on fera aussi un épisode spécial sur les codes du deuil dans l'Angleterre victorienne. Mais la mort est omniprésente dans la société. Autre petite anecdote pour vous prouver que c'est présent et pas du tout tabou, une des sorties dominicales les plus en vogue au 19e siècle, c'est la visite des morgues. Oui, des morgues. Et les morgues ne fonctionnent pas comme aujourd'hui. À l'époque, les morgues ont des vitrines et les corps non identifiés, ça arrive beaucoup plus souvent au 19e siècle qu'il y ait des corps non identifiés. On les expose le plus longtemps possible en vitrine à la morgue dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse un proche et qu'on puisse mettre une identité sur un corps. Il y a les enfants qui vont voir ça parce que c'est leur seul moyen de se faire une pseudo-éducation sexuelle et biologique parce que les corps sont des fois exposés nus. Et c'est pas du tout une visite macabre, c'est vraiment la visite qu'on fait habituellement quand on perd un proche aussi. C'est omniprésent et ça ne choque personne. Donc tous ces petits détails font que la société a d'une manière générale un autre regard sur la mort. Bien, il me semblait quand même important de préciser ce point, quitte à en remettre une petite couche, mais à cette époque, la mortalité est au plus haut
et la mort est quelque chose de totalement accepté. C'est aussi à cette époque, et on va arriver à la curiosité que je veux vous présenter, c'est aussi à cette époque donc que la photographie fait son apparition. Et forcément, dans une époque où le deuil est une mode et que la photographie apparaît, on va très rapidement développer des photos post-mortem. C'est-à-dire, quand un proche trépasse, on va, avant de procéder à l'inhumation, faire une dernière photographie pour garder un souvenir. Ça peut paraître un peu glauque, mais à l'époque, il y a vraiment une volonté, je trouve, assez belle et mignonne derrière, puisque c'est de se garder le dernier souvenir d'un être cher. Il y a d'autres procédés d'ailleurs que la photographie qui feront leur apparition pour remplir ce but, on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, on va parler des photos post-mortem. Tout un business s'ouvre rapidement sur ce marché-là. Les spécialistes et les photographes vont même développer des trépieds spéciaux qui permettent de maintenir les corps debout le temps de la photographie. Et il y a quelques petits détails assez amusants qu'on peut remarquer sur les photos. La première ici, par exemple, est assez intéressante puisque les joues des personnages ont été peints en rose. On peut leur remarquer une légère teinte rosâtre, alors que la photo n'existait pas en couleur à l'époque. On n'avait que de la photo noir et blanc. Eh bien, les joues un peu rosâtres étaient peintes à la main, une fois la photo développée, pour donner un peu de couleur aux personnages sur la photo, qu'ils soient décédés ou vivants. On remarque aussi donc sur cette photo, hormis les joues peintes qui sont une pratique assez courante, que la focale n'est pas la même sur les trois personnages. La jeune fille au centre est beaucoup plus nette que ses parents qui sont beaucoup plus flous sur la photo. Eh bien, c'est parce qu'on est au début du procédé photographique et que la mise au point et le temps de pose sont relativement plus longs qu'aujourd'hui. On n'est pas sur de l'instantané. Il y a plusieurs longues minutes où il faut poser sans bouger. C'est notamment pour ça que vous les voyez rarement sourire sur les photos. Parce que tenir une pose 10 minutes avec un sourire crispé n'est pas très pratique. Donc effectivement, on peut noter souvent des différences sur les photos, arriver à distinguer qui est la personne décédée avec cette histoire de mise au point. Il y a aussi souvent, sur des photos par exemple, où on peut voir des enfants comme celle-ci, les parents qui sont dissimulés derrière le plus possible, souvent couverts d'un voile noir pour tenir le corps de l'enfant parce que les trépieds que je vous ai montrés auparavant sont difficilement adaptables sur les petits enfants. Ici, c'est intéressant parce que, en effet, on peut voir carrément le petit trépied dépassé de la photo des pieds du monsieur. Pareil ici, on peut remarquer les trépieds en bas. Ça peut paraître étrange, mais quand on remet ça dans son contexte, c'est pas si dérangeant que ça. Et il faut savoir que cette mode est revenue aux États-Unis il y a quelques années, et je vous en mettrai peut-être quelques-unes en fin de vidéo.
des photos plus récentes où le principe est le même. On maquille la personne pour lui donner l'apparence et la posture de la vie. On essaie de la remettre dans un contexte de scène de vie de tous les jours. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles curiosités.